la notion de processus exothermique. Et puis comme nous allons nous intéresser à des systèmes microscopiques, parce que nous allons nous intéresser plus spécifiquement à ces systèmes au niveau chimique, nous avons besoin tout d'abord de définir l'énergie interne petit u. Donc l'énergie interne petit u d'un système microscopique va être égale à la somme de son énergie cinétique microscopique et de son énergie potentielle d'interaction microscopique. Donc nous pourrons écrire que U, il va y avoir la contribution de deux termes, ce qu'on pourra appeler la somme de l'énergie cinétique de chacune des particules microscopiques. Nous allons appeler finalement l'énergie interne, donc l'énergie cinétique microscopique. De chacune des particules. Donc cela va s'appeler de l'énergie thermique, énergie cinétique désordonnée. Et puis il va y avoir également l'énergie potentielle d'interaction microscopique, l'énergie potentielle qu'on pourrait appeler l'énergie potentielle microscopique. Donc, dans l'énergie potentielle microscopique, comme nous allons rapidement arriver à des réactions chimiques, nous allons pouvoir faire l'approximation qu'il s'agit de l'énergie chimique, sachant qu'un système chimique est à un certain niveau d'énergie. L'énergie des électrons répartis autour du noyau, au sein des orbitales, les énergies d'interaction entre les molécules intermoléculaires, et puis des énergies de liaison, tout simplement. Donc on va pouvoir assimiler cela à de l'énergie chimique. Donc l'énergie interne sera la somme de ces deux contributions. Alors, on s'intéresse à la réaction exothermique, donc nous allons voir ce que veut dire exothermique, exo ça veut dire l'extérieur, thermique, température, donc c'est-à-dire une réaction qui va libérer de la chaleur, et justement nous allons bien étudier ce que cela signifie. Donc on a la réaction chimique suivante, on a C2H6 qui réagit avec du dioxygène dans une combustion, et cela ça donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors juste en dessous, on a écrit les équations, 2, 7, 4 et 6 dans les coefficients stoichiométriques, et juste en dessous, on a la formule, la représentation de Lewis, pour bien faire apparaître l'ensemble des liaisons chimiques. Alors, on va considérer la chose suivante, c'est-à-dire que au départ, on a de l'énergie chimique, donc le système chimique initial est constitué de C2H6 et du dioxygène, et donc à un certain niveau d'énergie. Et pour simplifier l'étude, nous allons étudier l'énergie à fournir tout d'abord pour rompre les liaisons. Pour qu'il y ait réaction chimique, il est nécessaire tout d'abord de rompre des liaisons, de les casser. Donc il faut que le système puise de l'énergie à un certain endroit pour casser ces liaisons. Et puis ensuite, il va restituer une certaine quantité d'énergie pour former les liaisons dans les produits. Donc là, nous avons les énergies de liaison. Je donne en dessous les énergies de liaison. Pour celles qui nous intéressent, il y a entre carbone et hydrogène, on a 412, le tout est en kJ par mol, O et O 484, C 348, et puis l'énergie restituée en carbone et oxygène, ici est de 743, et puis oxygène-hydrogène 463, toujours en kJ par mol. Alors comment faire pour calculer l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons? Il suffit d'additionner. Donc nous avons en tout, je vais bien le montrer à l'écran, nous avons en tout, dans le premier réactif, donc dans l'éthane, C2H6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le tout x 2. Donc on a 6 x 2 liaisons à casser, donc 12 liaisons à casser entre le carbone et l'hydrogène. Puis 1 et 2, donc une fois une liaison oxygène-oxygène, donc on a 7 fois cette liaison-là à casser. Ce qui signifie que pour que la réaction débute, il faut casser ces liaisons-là. Donc nous écrivons, c'est-à-dire 2 fois 6 fois 412, plus ne pas oublier qu'il y a une liaison carbone-carbone avec le coefficient 2,
donc plus 2 fois ici 348, casser cette liaison-là, plus 2 fois 348, et ensuite on a 7 fois la liaison oxygène-oxygène, donc 7 fois 484. Ce qui signifie que nous devons fournir, en tout cas le système doit puiser 9028 kJ, des kilojoules et pas des kilojoules par mole, hein, puisqu'ici on considère que ces coefficients sont des moles, donc de puiser 9028 kJ pour briser ces liaisons, donc pour que la réaction s'amorce. Une fois que ces liaisons sont brisées, on va faire un schéma juste après, une fois que ces liaisons sont brisées, le système va restituer une partie de l'énergie chimique, on verra combien, pour former ces liaisons carbone-oxygène et puis hydrogène-oxygène. Donc 4 moles de carbone de CO2 et 6 moles d'eau. Donc l'énergie, finalement, l'énergie dans les liaisons, donc l'énergie restituée, c'est-à-dire qu'au départ, le système prend 9028 kJ pour briser les liaisons, et puis l'énergie restituée, donc on peut appeler ça l'énergie restituée suite à la formation des nouvelles liaisons, et bien est la suivante. Donc nous avons à chaque fois, pour chaque CO2, 2 liaisons carbone-carbone, fois 4, donc nous avons 2 fois 4. 4 fois 2 fois l'énergie de liaison entre carbone-oxygène, c'est-à-dire 743, plus à nouveau 6 moles d'eau, donc 6 fois, sachant qu'il y a 2 liaisons, hydrogène-oxygène, plus 6 fois 2 fois 463, plus 6 fois 2 fois 463, ce qui fait 11 500 kJ. Alors, si nous exprimons ceci sur un diagramme, peut-être pour y voir plus clair. Alors au départ, nous avons ces niveaux d'énergie là, vous voyez apparaître à l'écran, hein. Et puis nous allons faire une approximation. Nous allons supposer que le système est isolé, donc en réalité il ne l'est pas, hein, mais nous le supposons isolé parce que sur le temps de la transformation chimique, qui est extrêmement rapide, nous n'aurons pas d'échange d'énergie chimique entre le système et son environnement. Donc en réalité, bien sûr, la transformation est monotherme, ce qui signifie qu'il se fait à température extérieure constante, et elle est monobare parce qu'il se fait à pression extérieure constante. Donc au départ, le système a un certain niveau d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie potentielle chimique, que nous voyons ici. Et puis nous l'avons vu, juste avant, le système va devoir prendre en quelque sorte de l'énergie pour casser ses liaisons, pour monter à un plus grand niveau d'énergie. C'est-à-dire que le différentiel entre les deux, ici, nous l'avons vu, ce différentiel-là est égal à 9028 kJ. Alors la question qui se pose, c'est la suivante, c'est comment le système prend de l'énergie? Il ne faut pas oublier qu'on a supposé que le système était isolé, et il ne faut pas oublier que lorsqu'un système est isolé, il n'a pas d'échange justement d'énergie avec l'extérieur. Ce qui signifie que sur la durée de l'expérience, nous avons l'énergie interne qui est constante, ce qui signifie que nous avons l'énergie thermique plus l'énergie chimique qui est égale à une constante. Ce qui signifie que si l'énergie chimique augmente, dans le sens où, étant donné que les atomes sont séparés les uns des autres, et que nous avons dit qu'un système qui contient de l'énergie est un système qui a la capacité de subir un changement spontané, si les atomes sont séparés les uns des autres, le changement sera davantage spontané, donc il sera davantage soumis à un changement. Donc le système va augmenter de 9028 kJ. Donc l'énergie chimique a augmenté. Si l'énergie chimique a augmenté, ça signifie que l'énergie thermique a diminué. Ce qui signifie que la température, momentanément, la température du système, lorsqu'elle arrive en haut, est inférieure à la température initiale. Donc à ce moment-là, nous avons la température S du système qui est inférieure à la température initiale. Et ensuite, le système restitue 11 500 kJ sur la seconde partie, ce qui signifie qu'il va atteindre un niveau d'énergie chimique plus bas que ce qu'il avait au départ. Et ce 11 500 kJ est représenté ici.
Donc il a restitué 11 500 kJ. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que globalement, le système a perdu ce différentiel d'énergie, c'est-à-dire 11 500 moins 9028, ce qui signifie que son énergie potentielle chimique, a diminué. Donc, par la force des choses, étant donné que l'énergie chimique plus l'énergie thermique est constante, si on suppose le système isolé le temps de l'expérience, cela signifie que l'énergie thermique a augmenté. Ce qui signifie que la température finale, en tout cas momentanément, est supérieure à la température initiale. Donc pour l'instant, le système est considéré comme isolé. Donc, son énergie interne est constante, c'est ce qu'on a dit, et par conséquent, nous arrivons à une température finale plus grande que la température initiale. Mais il n'a pas pour l'instant d'échange avec l'extérieur. Donc, la température est augmentée, donc l'énergie thermique est augmentée. Alors que se passe-t-il maintenant? Nous avons une température finale plus grande que la température initiale, qui est la température extérieure, et à présent, le système est en interaction avec son environnement. Donc comme il est en interaction avec son environnement, et que sa température finale est plus grande que la température initiale, il va fournir de l'énergie thermique à l'environnement. C'est-à-dire que nous allons avoir de la chaleur qui va quitter le système. Donc la chaleur du système va être considérée comme étant nulle, inférieure à 0. Donc nous avons un processus qui est exothermique, exo, c'est-à-dire vers l'extérieur. Le système fournit de l'énergie thermique à l'extérieur. Bilan des opérations. Il va fournir de l'énergie thermique avec l'extérieur, et donc au bout d'un certain temps, lorsque nous aurons atteint ce que l'on appelle l'équilibre thermique, nous aurons la température finale, à nouveau égale à la température de l'environnement. Mais nous avons vu, ici encore, que l'énergie chimique, elle, ne change plus son énergie potentielle, nous avons formé les produits, donc l'énergie chimique a diminué globalement par rapport à ce qu'elle était au départ. Donc le niveau d'énergie chimique est plus bas. Par conséquent, l'énergie thermique, suite à l'interaction avec l'environnement, n'a pas bougé, mais l'énergie chimique finale a diminué. Par conséquent, nous avons représenté ce diagramme-là, un certain niveau d'énergie interne, donc l'énergie thermique plus l'énergie chimique, une variation, et in fine, une énergie interne qui a diminué. Donc le processus est exothermique, il a fourni de la chaleur à l'extérieur. Je vous remercie pour cette écoute.